Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. C'est une cascade de réactions après le tweet de soutien de Valérie Trierweiler à l'adversaire de Ségolène Royal dans la bataille des législatives. Les commentaires viennent de toutes parts. Ironique, la droite compare l'Élysée au feuilleton Dallas, sonné et embarrassé. Le Parti socialiste tente de minimiser la polémique, mais cette guerre des roses personnelles percute le champ politique, contraignant ce soir le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a réaffirmé son soutien et celui du président Hollande à Ségolène Royal. On en parle ce soir avec le journaliste, nouvel observateur Serge Raffi, auteur d'une biographie sur le président, et le chef du service politique du Figaro, Philippe Gouliot, dans un instant. Et pendant ce temps, sur le terrain, la campagne des législatives se poursuit, bien sûr. Dissidence, non-respect des règles édictées par les partis. Nous nous attarderons ce soir sur les circonscriptions à problème, celles qui promettent de beaucoup faire parler d'elles dimanche soir. Tandis que les Grecs attendent sans trop d'illusions les élections du 17 juin qui seront pourtant cruciales pour leur pays, les Espagnols soufflent un peu depuis le plan d'aide de 100 milliards d'euros et c'est au tour à présent des Italiens de s'inquiéter. La péninsule craint d'être de nouveau prise pour cible par les marchés. Analyse à suivre notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud dans un instant. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Ce soir, ils vont se rencontrer de nouveau. François Hollande et Nicolas Sarkozy vont se retrouver lors d'une cérémonie officielle. L'ancien président a en effet répondu positivement à l'invitation du chef de l'État à assister à l'hommage qui sera rendu jeudi aux 4 soldats français tués samedi en Afghanistan. L'Élysée précise que tous les anciens présidents et premiers ministres de la Ve République sont également invités à cette cérémonie. Et puis dans l'actualité, en moins de 140 signes, la compagne du chef de l'État a torpillé aujourd'hui l'opération Sauvons le soldat royal. Un tweet signé Valérie Trierweiler salue, je cite, le courage du dissident Olivier Falorni qui a décidé de se maintenir à La Rochelle face à Ségolène Royal. Trouble et stupeur à gauche, moquerie à droite. Le tweet fait l'effet d'une bombe politique, contraignant ainsi le Premier ministre à réaffirmer son soutien et celui du président à Ségolène Royal. On voit tout cela avec Julie Hulin. 11h56, un tweet s'affiche sur le compte de Valérie Trierweiler. Courage à Olivier Falorni qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais depuis tant d'années dans un engagement désintéressé. Dérapage ou piratage? La blogosphère s'interroge alors sur l'authenticité du message. Une demi-heure plus tard, la journaliste confirme à l'AFP ses encouragements à l'opposant de l'ex-femme de François Hollande. Contre toute attente, Valérie Trierweiler a bel et bien choisi de s'immiscer dans la campagne législative. Certains diront qu'elle avait prévenu. Le 28 avril dernier, dans une interview accordée à Femme Actuelle, on pouvait lire « François me fait totalement confiance, sauf sur mes tweets. Certains aimeraient que je réagisse moins sur ce réseau social, mais tout le monde respecte ma liberté, j'ai du caractère, on ne peut pas me brider. » C'est en effet confirmé. Le chef de l'État avait pourtant apporté hier son soutien officiel à Ségolène Royal, un soutien affiché ce matin même dans sa profession de foi. François Hollande n'a jusqu'ici fait aucun commentaire, laissant le Premier ministre s'en charger. Le message est très clair. Le président de la République et moi-même, nous soutenons à fond la candidature de Ségolène Royal à La Rochelle. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est la parole du président, c'est la parole du gouvernement. Et pour les Français, c'est ça l'essentiel. Le reste, c'est que des péripéties. Après avoir promis de rester neutre, la Première Dame rentre avec fracas dans le débat politique, au risque peut-être d'une crise politico-conjugale. Et ce tweet, ce rebondissement qui mêle vie publique et vie privée a provoqué un choc à La Rochelle où Martine Aubry et Cécile Duflot s'étaient rendues ce matin pour louer justement les qualités de Ségolène Royal. On voit ensemble ce reportage de Monir Soucy et Antoine Boyer. Ségolène Royal tout sourire sous le soleil de La Rochelle. À cet instant, elle ne se doute pas qu'un message va venir bouleverser sa campagne. Le tweet de soutien de Valérie Trierweiler à Olivier Falorni éclipse tout le reste. Un coup dur à 5 jours du second tour des élections législatives. Quelques heures avant la tempête, à sa sortie de la préfecture où elle a déposé sa candidature, Ségolène Royal revenait sur ses difficultés des dernières semaines. C'est toujours difficile les divisions et les conflits internes, c'est difficile humainement.
C'est pénible sur tous les plans, mais écoutez, moi je suis là pour me battre, j'ai du courage. L'ancienne candidate à la présidentielle refuse de commenter cette sortie médiatique de la première dame qui fait au moins 1 euro sur place. Olivier Falorni, candidat dissident exclu du PS, apprécie le geste. C'est un beau message de soutien personnel et amical. J'y suis évidemment très sensible. Pourtant, la journée avait si bien commencé pour Ségolène Royal. Martine Aubry et Cécile Duflot avaient fait le déplacement pour venir la soutenir. Et la première secrétaire du PS apprécie modérément qu'un simple message de la compagne de François Hollande fasse de l'ombre à sa visite. Et moi, je suis une femme politique. Ségolène Royal est une femme politique, Cécile Duflot aussi. La seule chose qui m'importe à un moment où on rassemble les Français qui veulent le changement, c'est la position des hommes et des femmes politiques comme François Hollande. François Hollande soutient Ségolène Royal, c'est l'essentiel. Une manière de dire à chacun de rester à sa place, mais la polémique enfle d'heure en heure. Voilà pour La Rochelle et partout ailleurs. La campagne des législatives, bien sûr, poursuit son cours. Un cours, vous allez le voir, pas forcément tranquille. Dissidence, non-respect des règles dictées par les partis. Nous passons en revue ce soir avec Elisa Bertholomé les points chauds de ce scrutin. Dans le Gard, le candidat UMP Étienne Mouru a finalement décidé de se maintenir. Il hésitait à se désister au profit du frontiste Gilbert Collard, qui du coup voit ses chances d'élection s'amoindrir. Dans les Bouches-du-Rhône, en revanche, le retrait de l'UMP Roland Chassin pour battre le socialiste Michel Vauzel redonne du souffle à la candidate FN. Mais officiellement, le candidat UMP refuse d'appeler au vote frontiste. Je ne suis pas appelé à voter FN, vous le savez. Je donne le choix à chacun de voter son âme et conscience. C'est très simple. Voilà, c'est pas du tout FN. C'est certain que dans mon programme, ce que je viens de vous évoquer est très proche du FN. Mais je n'ai jamais appelé à voter FN, je n'appellerai pas à voter FN, je ne suis pas Front National. À gauche, et malgré les consignes de Martine Aubry, Catherine Arkilovic se maintient dans la 3e circonscription du Vaucluse. Pas de front républicain donc, la candidate affrontera Marion Maréchal Le Pen et l'UMP Jean-Michel Ferrand. Même chose dans l'Aisne, le socialiste Fawaz Karimette se maintient, provoquant une triangulaire. Il sera opposé à l'UMP Aude Bonneau et au divers gauche René Dosière, désormais officiellement soutenu par le PS. À gauche, la surprise vient de Patrick Braouzek, député Front de gauche sortant en Seine-Saint-Denis. Alors qu'un accord de désistement a été conclu au niveau départemental, il a décidé de se maintenir. Il affrontera donc le socialiste Mathieu Hanotin. Et nos invités ce soir pour commenter et analyser bien sûr l'actualité politique. Il est journaliste au Nouvel Observateur, auteur d'une biographie intitulée Le Président, François Hollande, l'itinéraire secret. Serge Raffi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Avec nous également le chef du service politique au Figaro, Philippe Gouliot, bonsoir. Bonsoir. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Nous allons commencer à parler, messieurs, du tweet qui fait trembler La Rochelle et peut-être plus, les conséquences du tweet de Valérie Trierweiler. D'abord, avant de parler de l'origine et des raisons de ce tweet, quelles peuvent être les conséquences au niveau local pour Ségolène Royal qui joue en grande partie son avenir politique? Est-ce que le psychodrame de La Rochelle pourrait tourner à son avantage, Philippe? Moi, je ne l'exclus pas du tout, parce qu'au fond, peut-être que les femmes, notamment, vont se dire, mais finalement, Ségolène Royal, tout le monde s'acharne contre elle, alors qu'elle a été très digne au moment de la campagne. Elle a soutenu François Hollande après son échec à la primaire. Elle l'a soutenu pendant la campagne. Il y a eu quelques inélégances, notamment dans le fameux film du Bourget, où elle avait disparu. Et elle a quand même soutenu François Hollande très dignement, et là effectivement on peut se dire que peut-être certaines femmes notamment pourraient voter pour elle alors qu'elles avaient peut-être l'intention de voter pour Olivier Falorni au nom de l'implantation locale. Serge Raffi, tout cela peut nous renvoyer l'image d'une Ségolène Royal piégée, prise en tenaille par une coalition d'intérêts. Vous avez le dissident socialiste qui ne la porte pas dans son cœur, c'est le moins qu'on puisse dire, la droite locale qui veut la faire chuter, et la guerre des roses personnelles. Ségolène, c'est la martyriser. Bah oui, encore, mais c'est au fond la posture qu'elle préfère. Ségolène, elle adore être une victime, elle a toujours été excellente dans le rôle de la martyre, vous l'avez dit, et je pense que finalement, le paradoxe de cette situation, c'est que Valérie Trierweiler peut-être aura rendu un fier service à Ségolène Royal dans cette campagne, et je suis assez d'accord avec Philippe, c'est que je pense qu'au fond, ça va la servir. Les deux femmes se connaissent depuis longtemps, personne n'ignore l'état de leur relation, mais quelle est la goutte, selon vous, qui a fait déborder le vase? Pourquoi ce tweet? Pourquoi ce matin? C'est difficile d'être dans la tête de Valérie Trierweiler, d'abord, donc dans le détail, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que ce tweet, il est logique, c'est-à-dire qu'il est dans la logique
de la posture de Madame Trierweiler depuis de longues semaines. C'est-à-dire cette posture qui est d'être dedans et dehors, de vouloir en même temps ne pas se montrer et en même temps se montrer en permanence. Cette espèce de double jeu permanent qu'elle a eu, c'est-à-dire je ne suis pas une femme politique, mais en même temps je prends des postures politiques, parce qu'à de nombreuses reprises dans les meetings, et en particulier par exemple à celui de Rennes pendant la campagne électorale, où elle organise une espèce de rencontre avec Ségolène Royal, Ségolène Royal n'étant pas au courant de cette rencontre-là, pour lui serrer la main devant les caméras, les gens étaient préparé à cette image-là. C'était une image qui était une image politique. C'est la sphère privée qui rentre brutalement comme ça dans la sphère politique et ce n'est pas possible, cette espèce de hiatus-là. On le vit depuis des semaines et ce tweet, au fond, il est l'aboutissement de ce dysfonctionnement qu'il faut absolument arrêter. Mais Philippe Goulou, on s'attendait à des couacs avec des ministres sur des sujets sensibles, complexes, de fond, qui engagent l'avenir du pays. C'est un tout autre couac, là, d'une nature tout autre, qui mêle vie privée et vie publique, tout ce qu'aborde, tout ce que rejette François Hollande. Et tout ce que les Français n'ont pas aimé finalement, puisque au fond, ils ont sanctionné Nicolas Sarkozy en partie pour ça, pour ses débuts de quinquennat, le Fouquet's bien sûr, le divorce avec Cécilia, enfin tout ça, les Français n'ont pas aimé. Et on constate que, eh bien, François Hollande, qui avait juré que, bien entendu, il ferait tout le contraire, eh bien, il retombe là-dedans. Donc, c'est effectivement assez paradoxal. C'est très étonnant. Enfin, peut-être que c'est dans la logique des relations entre Ségolène Royal et Valérie Trierweiler, mais quand même, je dois dire que tout le monde a été assez surpris. C'était même une stupéfaction totale quand on a découvert ce tweet, au point que moi, le premier, et beaucoup d'autres, on a cru que c'était un piratage, quoi. Parce que ce qui est amusant aussi, c'est que François Hollande a adressé un texte de soutien à Ségolène Royal qu'elle va mettre dans sa profession de foi. Ce qui est déjà, en soi, est une attitude pas très habituelle quand même. Peut-être que c'est ça, la goutte d'eau qu'on cherche. Peut-être que c'est cet élément-là que Valérie Trierweiler n'a pas supporté. Certains ont même pensé à un moment donné, d'ailleurs la rumeur a couru en milieu de journée, que cette fameuse profession de foi de François Hollande aurait pu être un faux, etc., ce qui n'est pas le cas. Mais donc les rumeurs ont couru longtemps pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Au point que le Premier ministre, ce soir, confirme son soutien à Ségolène Royal et le soutien de François Hollande à Ségolène Royal. Jean-Louis. Non, simplement c'est une entorse qui répond à une autre, parce qu'il est quand même illogique que le président de la République soutienne une candidate. Et il est normal que peut-être que la nouvelle compagne du président se dise, mais enfin là, il y a un soutien un peu incongru par rapport à ce qui se passe sur le plan politique, et elle apporte un autre soutien incongru. Le président de la République a dit « je veux être un président normal ». Bien, on est en face d'une scène de ménage normale, en fait, quelque part, dans cette histoire, où une femme veut s'assurer que son compagnon a vraiment rompu avec son ex, et le fait qu'il ait envoyé son message pouvait, dans la tête de cette compagne, laisser un doute. C'est un peu la difficulté de cette scène conjugale, on peut dire. C'est que c'est politique, c'est que Ségolène Royal est une femme politique, c'est une femme qui a été candidate à la présidence de la République, qui aurait pu d'ailleurs, qui a fait un score assez important, qui est candidate encore à la présidence de l'Assemblée nationale. On est face à un couple politique. L'histoire qui est compliquée, c'est que le couple politique continue d'exister et plus le couple privé. Et pour la nouvelle arrivante, c'est vrai que c'est une situation très dure à vivre. Et donc, par moments, il y a ce dérapage. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça dure. Mais elle a gagné, malgré tout. Valérie a gagné, puisque c'est elle qui vit aujourd'hui avec François Hollande et que c'est elle qui l'accompagne à l'Élysée. Donc, honnêtement, moi, Valérie, c'est quelqu'un que je connais bien, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'estime professionnelle. Je l'ai bien connue quand elle était journaliste. Mais là, c'est vrai que je pense qu'elle a fait une énorme erreur. Est-ce que vous la connaissez bien? Quel qualificatif vous viennent à l'esprit pour la décrire? Jalouse. D'une jalousie féroce, et probablement pas si sûre d'elle qu'elle en donne souvent l'impression. Je pense que c'est un manque de confiance en elle. Elle ne peut pas ignorer que ce tweet lui reviendrait en boomerang. En tant que journaliste, elle connaît la rapidité, même la gourmandise, malheureusement, des journalistes. Je vais vous dire, je pense que les gens ne savent pas toujours très bien se servir de Twitter, et que parfois, ils croient que c'est
la prolongation, le prolongement d'une conversation qu'on peut avoir entre copains. Mais c'est pas du tout ça, parce que maintenant, ça se retrouve dans tous les journaux en 30 secondes. Il suffit d'appuyer sur la touche tweeter et puis c'est... Dernière question, voilà, et on passe à un autre sujet en soutenant quand même la résistance d'Olivier Falorni, victime, comme il le dit, entre guillemets, innocent de la loi du plus fort. La Première Dame, elle peut aussi tenter de s'attirer les faveurs des Français qui n'apprécient guère les ordres et les consignes venues des sphères parisiennes. Ça peut être aussi un choix judicieux. Bah non, parce qu'elle n'est pas une femme politique, elle n'a aucune raison de soutenir qui que ce soit dans la campagne électorale, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Et ce qu'il y a de terrible dans cette histoire, c'est que François Hollande, qui est un homme d'une extrême pudeur, qui déteste toutes ces histoires-là, se retrouve impliqué dans un maelstrom intime qui n'est pas du tout son style. Et qui plus est, elle prend quand même dans cette affaire le contre-pied de François Hollande, puisque François Hollande soutient Ségolène Royal. Donc, suite de l'épisode, dimanche soir. Dimanche soir, on va voir le résultat, on va l'attendre avec beaucoup d'impatience. Bien sûr. On va parler de la droite à présent. Ce matin, sur les ondes, vous l'avez sans doute remarqué, les socialistes ont relayé le même message. La droite républicaine n'existe plus après le choix du refus du Front républicain par l'UMP. Que veulent montrer les socialistes en disant cela ? Ils veulent mettre la droite en accusation, évidemment. Et puis la droite répond qu'il faut balayer devant sa porte et que les socialistes seraient bien inspirés de regarder de près leurs alliances avec le front de gauche, puisque chacun se renvoie la balle. Mais c'est vrai qu'une des autres conséquences paradoxales de ce tweet, c'est que ça a occulté complètement le débat qui aurait dû normalement animer la journée politique sur, par exemple, l'interview de Nadine Morano à Minute, où c'est désistements plus ou moins réciproques entre le Front National et l'UMP. Tout ça, c'est finalement passé assez inaperçu. Parlons d'un cas particulier, puisque Roland Chassin, on l'a vu dans un reportage, il se désiste en faveur du Front National dans la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône. François Fillon demande ce soir son exclusion. Jean-François Copé le condamne. Sans aller plus loin, est-ce qu'on voit déjà deux lignes de deux droites qui se dessinent déjà ? C'est une histoire entre la droite traditionnelle et le Front National qui existe, qui dure depuis que le Front National existe. C'est toujours ce morceau de sparadrap. Le FN, c'est le morceau de sparadrap au pied de la droite, je dirais, républicaine. Le problème, c'est que c'est vrai que les derniers mois de la campagne électorale, la droite s'est beaucoup servi des thèses du Front National. Donc cette porosité qu'on croyait oubliée, eh bien, elle est revenue fortement dans les derniers mois. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces dysfonctionnements, ces dissidents qui existent partout, parce qu'au fond, effectivement, entre le discours de Claude Guéant dans les dernières semaines de la campagne électorale, ou même de Nicolas Sarkozy et les discours du Front National, il n'y avait pas parfois un écart aussi grand qu'on pourrait Philippe croire. Goulot, cette stratégie du ni PS ni FN, est-ce que vraiment l'UMP a le choix ? Oui, on a toujours le choix. Oui, je pense que l'UMP avait le choix. Ils ont longtemps pratiqué cette politique du Front républicain. Jacques Chirac avait réussi à l'imposer. Oui, ça ne plaisait pas beaucoup, il faut bien le reconnaître, à beaucoup de gens. Permettez-moi, le paysage politique a changé. Le Front National a fait un score qui n'est plus le même qu'avant à ses élections présidentielles. Bien sûr, bien sûr. Enfin, après tout, en 2002, il y avait eu un score encore plus fort, puisque, enfin, le score n'était pas plus fort, mais il était qualifié pour le second tour. Jean-Marie Le Pen s'était qualifié. Mais c'est vrai que là, l'impression qu'on a, c'est que ce phénomène auquel on assistait, c'est-à-dire que la présidentielle, le Front National pouvait faire, le candidat du Front National pouvait faire un score élevé, mais ensuite aux législatives ça s'effondrait. Et bien là, ça n'a pas été le cas. Et dans beaucoup d'endroits, et notamment dans toute la façade méditerranéenne, le Front National peut se maintenir. Enfin, il y a beaucoup de circonscriptions où ils sont en situation de force. Et les électeurs de la droite se disent, eh ben, nous, on en a ras-le-bol. Le PS additionne ses voix sans problème avec le Front de gauche. Pourquoi nous, on n'additionnerait pas des voix avec le Front National? Et là, c'est un piège parce que, en fait, on voit bien quand même que Marine Le Pen, eh ben, elle veut manger l'UMP. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au fond, la nature du Front National aujourd'hui, il faudrait pouvoir l'interroger de plus près parce que ça a beaucoup bougé. Je veux dire, le Front National de Marine Le Pen, ce n'est pas le Front National des comment dirais-je, des nostalgiques, du pétainisme, de l'OAS, etc. C'est un nouveau Front National. Et un certain nombre de thèses du Front National ont énormément évolué sur la défense des services publics, sur un certain nombre de points sur le dirigisme d'État, etc. On est loin des thèses ultralibérales de Jean-Marie Le Pen des années 80. Donc
effectivement, c'est encore plus gênant pour la droite de se positionner par rapport au Front National. D'où quand même une stratégie difficile, pas évident. C'est compliqué. Peut-être peu glorieuse, diront certains, surtout mais par rapport à leur compliquée. C'est une stratégie très difficile et effectivement, on voit aussi que Marine Le Pen, par exemple, elle a gommé de son discours tous les côtés antisémites qui, bien entendu, heurtaient énormément. Elle fait très attention à ça, malgré tout. Et c'est vrai aussi qu'on peut assister quand même à l'UMP, à l'affirmation, notamment au moment du Congrès. Pour l'instant, je pense qu'il y a une chape de plomb avec les législatives, mais on peut assister à l'élaboration de deux stratégies, entre François Fillon peut-être, qui refusera cette stratégie du Nini, et Jean-François Copé qui s'en tiendra à cette stratégie. Il y aura donc de l'ambiance. Il y aura de l'ambiance. Aussi à droite. Alors, Jean-Louis Gombault est bien sûr avec nous. On va surtout parler à présent d'économie. Aujourd'hui, tout à l'heure d'ailleurs, cet après-midi, François Hollande a prononcé un discours devant le Conseil économique et social. Il a une nouvelle fois défendu la nécessité de promouvoir la croissance, tout en soulignant qu'elle ne pouvait pas venir des dépenses publiques. On l'écoute et on en parle juste après. Nous avons besoin de croissance. Elle doit être notre préoccupation, notre engagement. La croissance, elle ne naîtra pas non plus de dépenses publiques supplémentaires, au moment où les États connaissent un endettement élevé. Alors elle peut surgir d'une volonté commune, celle que l'Europe peut affirmer, de mettre en place des instruments nouveaux. Jean-Louis Gombault, la croissance sous conditions, sans dépenses publiques supplémentaires, c'est possible, faisable? Disons que les échéances approchent. Après, une fois que sera passé le deuxième tour des législatives, on va présenter un collectif budgétaire le 4 juillet, donc on a des échéances financières immédiates, et il y a les échéances européennes, c'est-à-dire dès la fin juin avec le Conseil européen. Il est important pour M. Hollande de bien préciser qu'il restera dans les clous en matière de déficit. D'autant plus que si jamais il s'écartait de ce principe, il raidirait Madame Merkel, il n'y a plus de discussion possible. S'il disait on veut faire de la croissance et pour faire de la croissance, il faut un tout petit peu plus, rien qu'un cheveu de plus de déficit, Madame Merkel le renverrait dans ses cordes dans la minute. Donc ça ne serait pas possible de négocier quoi que ce soit. Donc il est important pour lui de prêter attention. Moi j'ai une stratégie de croissance, mais je n'ai pas une stratégie de déficit. D'autant plus que Madame Merkel ne reste pas exactement sur les mêmes positions qu'on lui connaissait, ou du moins qui lui sont attribuées. Elle s'adressait aujourd'hui au Conseil économique de son parti, le CDU, et elle a avancé des propositions sur l'Europe fédérale, l'union budgétaire. C'est-à-dire, je ne suis pas simplement la femme, la chancelière anti-déficit, je suis la véritable européenne, puisque moi, je veux aller encore plus loin sur l'Europe fédérale. Justement, Jean-Louis, puisque vous parlez du parti CDU, le SPD, les sociodémocrates allemands seront reçus demain, d'abord à Matignon, probablement aussi par François Hollande. Qu'est-ce qu'il y a au menu de ces discussions ? Alors, il y a au menu le fait que M. Hollande cherche des alliés. Il cherche des alliés en Allemagne et il va en chercher également demain, puisqu'il va à Rome rencontrer M. Monti et Napolitano. Il cherche des alliés chez les Italiens. Alors chez les Allemands, qu'est-ce qu'il a? La fragilité de Mme Merkel, c'est qu'elle a besoin du SPD. Elle a besoin du SPD pour faire passer, pour ratifier le traité. Il lui faut les 2/3 des élus, et si elle n'a pas les sociodémocrates, elle ne les a pas. Donc elle est en train de négocier avec le SPD sur la meilleure manière de faire passer. Et notamment, il y a ce taxe Tobin qu'elle va sans doute faire adopter avec le SPD pour pouvoir faire passer le traité. Et M. Hollande espère beaucoup, évidemment, au SPD en disant « Bon, ben, aidez-moi pour faire passer ma thèse de croissance ». Mais s'il croit que les sociodémocrates allemands vont lui donner une marge de manœuvre budgétaire en matière de déficit, ça, il se trompe entièrement. Demain, M. Steinbrück sera là, c'est l'ancien ministre des Finances, social-démocrate, et qui a inventé, l'homme qui a inventé la règle d'or. Donc il est exclu qu'il puisse y avoir une concession de ce côté-là. Il va en Italie, parce que là c'est le faible, c'est l'homme qui est attaqué. Il commence à être attaqué sur les marchés financiers, il se dit, avec le faible, je vais pouvoir avoir un allié sur mes propositions de croissance. Le problème, c'est que les faibles, ils aiment beaucoup la solidarité, mais ils sont très attirés par ceux qui signent les carnets de chèques. Et celle qui signe les carnets de chèques, c'est Mme Merkel. Philippe Gouliot, la partie s'annonce difficile et les vraies négociations commencent. Oui, absolument. Ça va être intéressant d'ailleurs de voir ce qui va se passer après les législatives en France. Quelles seront les relations entre François Hollande et Angela Merkel? Là, pour l'instant, c'est un peu la guerre froide.
il va falloir que ça se réchauffe sacrément et assez vite avant effectivement les sommets européens et les grandes échéances. Oui. C'est un enjeu crucial ça pour les en deux même pays. temps, Et pour l'Europe. est-ce que la France et l'Allemagne ont le choix? Est-ce qu'elles peuvent décider de se brouiller? Moi, je ne crois pas beaucoup. Donc, je pense qu'il y aura nécessairement un rapprochement. Sur quelle base? Ça, c'est toute la discussion. Le grand enjeu, il est évidemment économique et politique en même temps. Jean-Louis en a parlé un peu, c'est la mutualisation des dettes qui passe forcément par un grand débat politique autour de plus de fédéralisme ou pas. Et là, on va voir si les hommes politiques vont oser affronter cette question de manière claire, c'est-à-dire faut-il oui ou non plus de fédéralisme? Parce que là, il y a toujours ce problème des peuples qui se retournent contre cette idée. C'est-à-dire qu'électoralement, c'est pas bon de dire ça. Et pourtant, il faudra bien qu'ils passent par là. S'ils ne vont pas vers une mutualisation des dettes, on nous racontera des sornettes. Il faut passer par là et il faut qu'ils s'entendent. Ils n'ont pas le choix. Et Mme Merkel répond à votre question en disant il faut plus de fédéralisme, c'est-à-dire plus d'abandon de souveraineté nationale et plus de contrôle supranational sur les budgets. Et elle retombe sur ses pattes en matière sur la question déficitaire. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités du 22h. Je voulais juste vous poser une dernière question. Vous tweetez également? Ah oui, beaucoup. Vous êtes prudent? J'essaye de l'être. Serge Rafi, ne quittez pas. Jean-Louis va s'y mettre, il me l'a dit, Jean-Louis, bientôt. Merci, messieurs. La dernière page du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est préparé, concocté par Cécile Sixou. Démonstration de force aujourd'hui dans les rues de Moscou. En ce jour de fête nationale, des dizaines de milliers de personnes ont battu le pavé avec un mot d'ordre, contester contre le durcissement du pouvoir en Russie. Hier, en effet, plusieurs perquisitions ont eu lieu chez les leaders de l'opposition. Autre fait marquant la semaine dernière, le vote d'une loi pour renforcer les amendes contre les manifestants. Pas d'incident à signaler pour cette première grande protestation depuis l'investiture de Vladimir Poutine. L'ambiance est restée bon enfant. Les violences continuent en Syrie. La province d'Afé est sous les bombes pour le 8e jour consécutif. Aujourd'hui, 36 personnes ont été tuées. Les États-Unis et l'ONU, qui craignent un nouveau massacre, ont demandé hier un accès à la localité. Mais ce matin, repoussés par des tirs, les observateurs des Nations Unies ont dû rebrousser chemin. De son côté, Damas accuse Washington d'encourager les massacres et le terrorisme. Nouvelle mise en examen pour Patrice Demestre, cette fois pour trafic d'influence actif. L'ancien gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt va devoir s'expliquer sur la Légion d'honneur qu'il a reçue des mains d'Éric Woerth en 2008. Une décoration en échange de laquelle il aurait offert un emploi à l'épouse du ministre. Déjà mise en examen pour abus de faiblesse et abus de biens sociaux, Patrice Demestre encourt jusqu'à 10 ans de prison pour ces nouveaux faits. Par ailleurs, toujours dans l'affaire Bettencourt, Stéphane Courbic, qui était en garde à vue depuis hier, est sorti ce soir. À peine mis en place, les jurés en correctionnel risquent de disparaître. Christiane Taubira gèle la mesure votée par le gouvernement précédent qui prévoyait la présence de citoyens dans les tribunaux pour juger les délits les plus graves. Elle reste pour l'instant maintenue dans les tribunaux tests, les cours d'appel de Toulouse et de Dijon, mais ne sera pas étendue à l'ensemble de la France comme cela a été prévu initialement. Une victoire pour les magistrats qui voyaient dans cette loi une loi de défiance. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde au détour d'une balade dans la rue. Mais là, l'oiseau n'est pas anodin, on reconnaît le sigle de Twitter et la personne qui reçoit ces déjections n'est autre que Ségolène Royal. Un dessin pour parler de l'affaire du jour qui ne vole pas plus haut que ça. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une belle et douce soirée en notre compagnie. Tout de suite, votre émission en politique, preuve par 3. Je vous dis à demain avec plaisir.
Bonsoir à tous. Deux invités ce soir dans ce spécial preuve par trois entre deux tours des élections législatives. D'abord Delphine Batho, bonsoir. Bonsoir. Ministre déléguée à la justice qui a triomphé dès le premier tour dans les Deux-Sèvres, dans l'ex-circonscription de Ségolène Royal. Et puis ensuite Philippe Marini, le président UMP de la Commission des Finances. On l'attend sur les questions des déficits publics, mais aussi du Front National, à propos duquel il est plutôt décomplexé. Avec moi ce soir, Suzette Bloch de l'agence France Presse, notre partenaire, et puis Perrine Tarnot de Public Sénat, et vous, bien sûr, les téléspectateurs, par le biais de l'application TV Check d'Orange. Delphine Batho, d'abord, Ségolène Royal, donc, on le sait, est en grand danger pour cause de duels fratricides à La Rochelle. Et puis, il y a eu cet incroyable rebondissement, ce tweet qui tue de Valérie Trierweiler. Est-ce que vous demandez, comme Jean-Louis Bianco, de quoi elle se mêle ? Valérie Trierweiler est une femme indépendante, donc sa parole n'est pas celle d'une responsable politique. Elle n'engage ni le président de la République, ni le gouvernement, ni le Parti socialiste. Elle a émis une opinion personnelle qui n'est ni la mienne, ni celle du gouvernement. Je crois qu'on ne peut pas dire, comme vous venez de le faire, qu'il y a une sorte de duel fratricide à La Rochelle, parce qu'on pouvait dire qu'il y avait une compétition au premier tour entre la candidate de la majorité présidentielle légitime, Ségolène Royal, et un dissident, Olivier Falorni. Mais ce duel a été arbitré par les électeurs de gauche au premier tour. Et c'est Ségolène Royal qui l'a emporté, qui est en tête du premier tour et qui est donc en situation de devenir la députée de La Rochelle. Et donc cela me permet de dire que la candidature d'Olivier Falorni a changé de nature. Entre le premier et le second tour, il est devenu le candidat soutenu par la droite, soutenu par Dominique Bussereau, et Ségolène Royal est la candidate de la gauche soutenu et également de la majorité par la compagne du président de la République. C'est pour ça qu'on a d'autant plus de mal à comprendre la position de Valérie Trierweiler. Ça n'appelle, je vous l'ai dit, elle n'est pas une responsable politique, ça n'appelle de ma part aucun commentaire. Ce n'est pas une responsable politique, mais elle vit quand même avec le président de la République, François Hollande, qui est intervenu pour soutenir oui, François Hollande s'est exprimé très clairement pour soutenir Ségolène Royal, comme nous tous d'ailleurs. Et vous savez ce qui compte ? Parce que les Rochelais sont des citoyens libres. Ils ne vont pas voter en fonction d'un tweet, ils vont voter en fonction des projets, en fonction de la qualité des personnalités, du bilan qui est celui de Ségolène Royal. Et je pense que ce qu'il faut comprendre étant élu de la région, je peux vous le dire, c'est qu'il y a derrière la façon dont aujourd'hui Olivier Falorni est devenu le candidat soutenu par la droite, une volonté de Dominique Bussereau qui a été sèchement battu par Ségolène Royal aux élections régionales. Ségolène Royal qui avait aussi battu Jean-Pierre Raffarin en 2004. Il y a une volonté de la droite d'essayer de battre la présidente de la région Poitou-Charentes dans cette élection législative. Ségolène Royal de rockstar. Franchement, est-ce que c'est au niveau de la qualité du débat politique que les citoyens attendent? Moi, je ne crois pas. La campagne du président intervient dans un des points les plus chauds des législatives. On ne peut pas dire que c'est anodin. Ça n'appelle pas de commentaires. Je vous ai dit, c'est une femme libre, indépendante. Elle a le droit d'avoir ses opinions personnelles, mais ça n'engage pas ni le président de la République, ni le gouvernement, ni le Premier ministre, ni le Parti socialiste. Est-ce qu'elle a franchi les limites de la neutralité, selon vous? Oui, forcément, avec ses prises de position. J'ai pas de commentaires à faire. Je vous ai dit, c'est une femme indépendante. Voilà, il ne faut pas, on ne va pas passer l'émission sur... Non, bien sûr, voilà. Mais bon, beaucoup de responsables socialistes sont accablés.